Salut, c'est Black Ink. Salut, c'est Fosséa. Et bien, bienvenue sur l'Arkham JCE TV pour cette toute nouvelle vidéo des contrées sauvages, au cours de laquelle, avec Akodo, nous allons vous parler de la première campagne après la nuit de la Zélatrice, la première vraie campagne du jeu, j'ai nommé l'héritage de Dunwich. Bon, comme d'habitude pour ce format-là, on va parler des spécificités de la campagne, l'approche des scénarios et sur une autre vidéo, parce qu'à chaque fois c'est un peu long, on vous proposera plusieurs investigateurs pour réussir la campagne, sachant que cette fois-ci en plus, avec Akodo, on a réussi à libérer nos agendas pour chacun faire un certain nombre de runs sur la campagne pour vraiment aller chercher les investigateurs les mieux taillés et pour mieux vous conseiller. Bon, bah, sans plus tarder, au niveau des spécificités de la campagne, à Kodo, on pourrait commencer par quoi? En termes de spécificité, d'une manière générale, je dirais le thème de la défausse. Moi, c'est en tout cas ce qui me paraît le plus évident. On va avoir de nombreuses cartes du deck de deck de rencontre pardon, qui vont jouer sur le fait de défausser des cartes depuis le dessus de notre deck. On peut avoir des faiblesses aussi qui vont jouer dans ce sens-là. Et puis des lieux, divers effets qui vont nous faire défausser pour, in fine, jouer sur une des grandes peurs de la campagne, qui est une carte traîtrise en particulier, qui est celle qui est au-delà du voile. Ouais. Bon, de façon globale, ouais, comme tu le dis, c'est vrai que c'est vraiment la thématique de la campagne, je trouve, en termes de traîtrise. Concrètement, ça se traduit par le fait qu'il y a au moins deux sets de rencontres qui, de façon directe, vous demandent en fait de faire des effets de défausse, parfois selon oui ou non des réussites à des tests. Ces sets, ils sont présents sur un minima 4 scénarios de mémoire. Ouais, Et au moins 4 saisons, ouais. au-delà même en fait des cartes traîtrises, comme l'a dit Akodo, en fait à un moment on peut se ramasser une faiblesse dans le courant de la campagne qui va nous faire défausser. Selon les scénarios, on a des pions symboles qui nous font défausser aussi. Tantôt si on réussit ou même de façon complètement arbitraire. Il me semble que sur un des scénarios c'est le cas. Et Tout à fait, ouais, il y en a un même, je crois, ça dépend pas du tout du résultat. Et c'est défausser X cartes du dessus de votre deck. Et c'est extrêmement perturbant, quoi. hmm. Et puis bah, sur le dernier scénario, il y a carrément des ennemis en fait qui, lorsqu'ils nous attaquent, nous font défausser des cartes. C'est le cas de notre ami le Yicien là, ou le voyageur des étoiles là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, extra-dimensionnel, je crois. Voilà. Et lui, effectivement, bah, il nous fait défausser des cartes quand il nous attaque. Donc c'est vrai que il y a l'observateur Yicien aussi, quand il nous attaque, il nous fait défausser des cartes, mais de notre main, je crois, pas du deck. Donc bon. J'ai un doute, hein. Je me rappelle qu'il y a un nombre de 10. Je ne sais pas si on a 10 cartes dans la Hmm. défausse, il se passe quelque chose. Ah, peut-être. Mais, mais Et- oui, oui. Alors, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte parce que, par exemple, des decks qui vont énormément piocher, moi, pour l'avoir joué avec Winifred, on va être vraiment pénalisé durant toute la campagne parce que on va avoir, comme c'est complètement au hasard, on va pouvoir perdre nos cartes clés, attendre de devoir faire un tour de deck, prendre des horreurs pour essayer de les récupérer. Et puis bah, du coup, au-delà du voile, qui en plus renfort, peut nous faire perdre la partie Ouais. directement. Alors bah du coup, au-delà du voile, on en parle. Bon, je la mets quand même à l'écran, hein, parce que bon, je pense qu'elle a marqué tous les esprits. Euh, c'est vrai que bah, voilà, comme tu dis, les piocheurs vont être en difficulté du coup, bah, parce que s'ils viennent cycler leur deck avec au-delà du voile, il faut les tanker les 10 dégâts. Bon, il y a moyen d'annuler, il y a moyen de venir mettre un petit sort de protection, une modifier la destinée, mais c'est vrai que si on n'a pas un modifier la destinée, ben, le coup près, il peut faire quand même très très mal. Il faut soit arriver à le tanker, soit arriver à l'annuler, hein. Ouais, Et ou se presser de mm, finir le scénario le plus vite possible. mm, Moi, malheureusement, c'était euh, la conséquence, enfin le choix que j'ai dû faire sur un scénario quand j'avais fait Zoé en solo il y a maintenant bien longtemps. J'avais prévu nier l'existence dans le deck pour tanker l'effet de au-delà du voile. Le nier l'existence a été défaussé au hasard, donc
Donc du coup là j'avais plus aucune solution à part courir sur la fin du scénario pour ne pas prendre les dégâts parce que j'avais pas de quoi le tanker, quoi. Ouais, ça m'arrivait aussi sur le scénario dans le musée avec Marc. Parce qu'évidemment, bah voilà, j'ai voulu jouer Marc, justement pour avoir cet aspect pioche. Et effectivement, je me suis retrouvé à devoir rusher la fin du scénario, laisser un point de victoire sur un lieu derrière, parce qu'il me restait plus que 2 cartes dans le deck. C'est vrai que Ouais. j'avais pas de quoi le tanker, au-delà du voilà. Et puis, ouais, comme tu le disais aussi, aspect important, les cinglotons sur Dunwich, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, perso, je suis en train de jouer une partie sur le renouveau avec Marie. En ayant des cinglotons, le lexique occulte, le Devermis Viserys, et c'est vrai que quand ça part dans la défausse, je suis pas très content. Ouais, ouais. Ben moi encore ce matin, un Tony qui jouait presque Singleton avec les flambeurs, le soutien qui me permet de booster en fonction du nombre de richesses que j'ai. Oui, Voilà, relation j'avais influente. 5 relation influente, merci. J'avais 5 ou 6 cartes vraiment uniques. Euh, en fait, comme le deck tourne très très vite à cause des traîtrises en fait. Je me suis tout le temps retrouvé avec ces gros boosts dans lesquels j'avais investi beaucoup d'expérience en plus dans la défausse, et ça a été très très très, enfin, moi, j'ai perdu, voilà. Ça a été Je vais fatal. pas vous mentir, ça a été fatal. Voilà. Pourtant j'avais tenté même des choses parce que dans ce trio là j'avais énormément de mal à contrer les au-delà du voile. J'en étais arrivé à jouer des versatiles pour augmenter la taille de mon deck. Mais bon, voilà, même si on l'a fait des dizaines de fois la campagne, c'est toujours aussi mortel. Alors, prochain aspect important, caractéristique de la campagne à mon avis, c'est l'enquête. Vraiment, bon, comme je disais, on est sur la première grosse campagne du jeu, et là on sent bien que les designers à l'époque, ils étaient là en mode, si tu n'enquêtes pas, tu n'avances pas. Je pense que le jeu à l'époque était bien plus orienté sur le multi qu'aujourd'hui. Bon, de part, on va dire, l'ampleur de la collection des cartes joueurs, évidemment, hein, ça aide. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en solo, réussir la campagne alors qu'on n'est pas un enquêteur, c'était quand même très compliqué, hein. Il y a, voilà, sur beaucoup de scénarios, c'est incontournable. Alors c'est vrai qu'il y a la petite particularité du comptage des scénarios. Bon, Ouais. officiellement, le scénario dans le musée, qui est le 3e scénario joué, est le scénario 2. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de se situer, mais bon, globalement, sur le musée, c'est nécessaire. Sans enquêteur, en fait, on s'en sort pas. Le train, c'est pareil. À Dunwich, on peut s'en sortir plus ou moins sans, mais on va On a quand souvent... même des effets qui sont liés Ouais. au fait de ne plus avoir d'indices sur les lieux, hein. Donc de près ou de loin, on doit pouvoir enquêter ou au moins vider les lieux très rapidement. Là où le destin attend, donc l'avant-dernier scénario, bon là, c'est le coup près, on y reviendra. Et même sur le dernier scénario, il y a quand même un certain nombre d'indices à avoir. On ne le sait pas forcément tout de suite d'ailleurs, hein. Mais il y a quand même beaucoup d'indices à choper, hein. Et on a des lieux qui réagissent en fonction aussi du nombre d'indices qui Ouais. restent dessus, des lieux qui peuvent être défaussés, des lieux qui déclenchent des effets quand le dernier indice est pris. Voilà. Et on a besoin d'aller chercher ces indices-là pour avancer, parce que sans ça, on ne peut pas finir la campagne. Et du coup, c'est vrai qu'au global, on utilise énormément d'actions pour enquêter. Alors, sauf si on arrive à récupérer les indices 2 par 2, mais en termes d'action en tant que tel, c'est vrai que ne serait-ce que sur le musée, c'est quand même très très lourd. Et d'ailleurs, sur le musée, ce qui est assez sympathique, c'est qu'il y a aussi des effets en cas d'échec d'enquête. C'est un peu on va dire, le prédécesseur, on va dire, du mot-clé hanté. Parce qu'il me semble que sur quasiment toutes les salles du musée, tu as des effets si jamais tu réussis pas une enquête dans le lieu, quoi. Ouais, quasiment toutes. Il y en a une qui est très pénible, qui nous fait finir notre tour, mais tout le reste, il y a de la défausse de carte de la main, il y a des dégâts, des horreurs. Et il y en a au moins 4. Au moins 4 sur 8. Après, voilà, l'enquête, elle est aussi soumise parfois à un certain timing, une certaine pression, comme on pourra le dire là sur l'Express du comté des sexes. C'est vrai que
Ça, c'est aussi un facteur à prendre en compte. Alors autant sur certains scénarios, c'est pas trop le cas dans le nombre de fatalités. Par contre, on a quand même, on a quand même, on va dire un deck de rencontre avec certains ennemis, pas mal de chasseurs, qui peuvent aussi rapidement venir nous mettre la pression, hein. Ouais, et on va avoir les chasseurs, on va aussi avoir les engoulevents, par exemple, qui Mm, sont assez récurrents, qui nous diminuent les stats. mm, Et puis, on a des effets qui sont liés soit à l'enquête, soit au passage d'intrigue, qui va nous mm, faire piocher des cartes aussi. ouais. Et du coup, bah, on parlait des ennemis. Bah, moi, j'ai envie de dire quand même que cette campagne était ultra riche sur la variété des ennemis et surtout, il y avait quand même des ennemis qui représentaient un vrai challenge. Comme ça s'est un peu perdu, moi je trouve. Bon, on le voit là, j'ai mis sur la liste voilà, une variété d'ennemis les engoulevents, l'agglomérat de sphère, le tralavière, les gangsters avec les ressources. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même. On va dire, pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une logique de rendre les combats assez difficiles. Et le fait qu'il soit pas unique Mm, aussi. Il y a, y a- y a- y a pas vraiment une solution générique mm, qui va fonctionner contre tous ces ennemis-là. Le Tralavière et l'agglomérat, ils ont vraiment cette particularité par rapport aux armes à feu. Mais on va avoir les criminels qui vont, eux, soit nous empêcher de. Il y en a un qui ne nous fait pas gagner de ressources, et de souvenir, il y en a un qui nous fait perdre des ressources, mais oui, on va c'est ça. aussi avoir les villageois à Dunwich Mm, qui, eux, vont jouer en fait sur la récolte d'indices quand ils vont être, quand ils vont être vaincus. Bon, et l'encoulevent qu'on connaît pour le retrouver dans le cercle brisé. Mais mm, c'est vrai qu'on ne peut pas se dire j'ai une solution de combat qui va fonctionner contre tout, typiquement la machette par exemple. Parce que dans un cas, on va perdre des actions, dans l'autre cas, on va perdre notre arme de corps à corps. Les armes enfin, où les combats, on a besoin d'argent pour déclencher des effets, on va être limité quand on va être confronté aux criminels. Donc c'est une vraie richesse. Et mm. moi, je trouve que ça donne vraiment un caractère particulier à la campagne, qui est déjà un peu signature au niveau des scénarios, mais aussi au niveau de l'ambiance. Mm. Ouais, c'est vrai que, bah, comme je disais, c'est vrai que, bon, par la suite, il y a des sets d'ennemis vraiment caractéristiques, que ce soit voilà, la civilisation oubliée, Innsmouth, on en a parlé. Il y a vraiment des faits marquants, mais c'est vrai que ben, des ennemis enfin, qui nous bouffent concrètement notre arme corps à corps, bah, ça court pas les rues, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est propre à cette campagne. Un Tralavier, je crois qu'on le retrouve sur Carcosa, le Tralavier, ou un truc un peu similaire. Euh, Ouais, quand on est au Mont-Saint-Michel. voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi je trouve que c'était vraiment un tas de bonnes idées qui n'ont pas forcément été réutilisées sur d'autres campagnes. Et c'est un peu dommage parce que ça. En fait, c'est un peu cantonné le rôle du gardien à un bourrin strict qui prend en fait en gros une arme au corps à corps et qui du coup n'a pas cette difficulté à devoir gérer ses munitions, alors que sur Dunwich, eh ben on l'avait un peu plus quand même. Mm. Et on peut avoir aussi une plus grande variété, je trouve, de ce rôle de gardien qui peut ne pas être du coup alloué à un gardien. Ça Mm. peut être une mystique qui va pouvoir gérer ses créatures avec des sorts tout en pouvant profiter de ses slots d'arcane pour faire autre chose. Voilà. Moi j'ai joué une Gloria avec un bâton du dragon et plein de slots d'arcane pour que Gloria puisse taper au corps à corps s'il y a besoin et en plus bénéficie de ses sorts d'attaque pour gérer l'agglomérat de sphère. Ça a très bien fonctionné sans avoir besoin d'un gardien pur pour faire du combat, quoi. Et oui, donc du coup, je reviendrai sur le dernier point là, que tu as abordé. C'est vrai qu'il y a pas énormément d'ennemis élites, mais par contre, euh, il y a quand même pas mal de points de victoire avec les ennemis. Il y a le mage de Yog-Sothoth, il y a une des abominations dans le scénario 2. C'est vrai que ça aussi, c'est un truc que je trouve bien. En tout cas, j'ai l'impression, j'avoue que j'ai pas fait le comparatif, mais j'ai l'impression que il y a un poil plus d'ennemis à point de victoire sur Dunwich qu'ailleurs. Ouais, mais je trouve que justement c'est dans la lignée de la nuit de la zélatrice où on avait déjà beaucoup de points de victoire sur Hmm. les ennemis. Ouais, sur les Euh, cultistes, ouais. et, et effectivement, là dans ce cas de figure-là,
Oui, oui, il y en a un dans le set d'Abomination aussi. Ouais, Mm. non, mais c'est vrai qu'en fait, dans tous les scénarios, il y en a, Mm. sauf le long chat, enfin l'horreur chasseresse. Oui. Mais oui, oui, non, mais c'est vrai que. Puis moi, enfin, un truc que je tiens à souligner aussi, c'est que j'avais, jusqu'à ce que je refasse Dunwich en boucle, j'avais cette image de Dunwich qui était pas très riche en Mm. points d'expérience. Et en fait, là, après l'avoir fait, de nombreuses fois, il y a quand même beaucoup de points d'expérience qu'on peut récupérer dans quasiment tous les scénarios, quoi. Mm. Et finir avec des decks à plus de 35 XP assez facilement sur cette campagne. Mm. Ok. Ça va dépendre aussi des choix qu'on va Mm. faire dans chacun des scénarios. Ça, je pense qu'on va en rediscuter Ouais. ensuite. Alors après, il y a quelques aspects supplémentaires. On le disait, voilà, les choix et les conséquences. C'est vrai que c'est une campagne qui, un peu contrairement à Carcossa, où on se fait balader. Carcossa, en fait, on change nos pions du Chaos Bag en fait, en fonction des conclusions des scénarios, mais on se fait un peu balader, on ne maîtrise rien. Alors que dans Dunwich, bah, c'est vrai que voilà, selon si on va sauver les étudiants ou pas, si on va aller chercher Warren Rice ou si on laisse ou pas, euh, si on se fait déborder dans la Bella Luna ou pas, on a vraiment des conséquences à nos actions, parfois directement en ajoutant un symbole dans le Chaos Bag, ou parfois plusieurs scénarios après. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très sympa et qui témoigne aussi voilà, d'une certaine richesse scénaristique au niveau de la campagne. Ouais. Et il y a aussi un choix qui peut être un petit peu anodin, mais qui est maintenant qu'on a de nombreux cycles qui sont sortis. On en parlera peut-être plus tard. C'est le choix dans le scénario 6 de savoir si on doit calmer les villageois ou si on doit leur dire de fuir. Et en fait, je me suis rendu compte que la conséquence de ça, c'est dans le prologue de la campagne. Et dans le prologue de la campagne, on a un personnage qu'on va retrouver dans les confins de la Terre, notamment. Mm. Et j'ai trouvé que le clin d'œil était assez drôle. Ouais. Mais d'une manière générale, à chacun des scénarios, moi je tiens à souligner notamment le fait de tricher ou pas tricher, Mm. qui a des conséquences. Les choix du Bellona, comme tu disais, qu'on retrouve dans le 7e scénario, pardon, Mm. qui va avoir des conséquences aussi. Voilà, et à chacun des scénarios, bon, il y a le Necronomicon effectivement qui lui a des conséquences multiples sur la campagne, mais ça permet de teinter vraiment la campagne comme on le souhaite. Mm. Bon, autre caractéristique, le fait d'avoir beaucoup de soutien allié. C'est vrai que, bon, avec les confins de la Terre, bon, là, il y a eu l'explosion du nombre d'alliés disponibles, mais c'était des partenaires, c'était une mécanique un peu différente. Là, Ouais. c'est vrai qu'au global, il y a quand même beaucoup de soutiens alliés d'histoire qui sont variés, puisque chacun peut booster une stat différente. Et Armitage, lui, moyennant de la pioche, il nous fait gagner des ressources. Et, du coup, moi je trouve que ça personnalise encore une fois la campagne. Et en fonction de quel scénario on va commencer, que ce soit. C'est pas très français ma phrase. Mais en fonction de si on commence par le Bella Luna ou l'université, on va avoir des choix de ces alliés qu'on va garder euh, qui vont avoir une importance dans nos decks si on est plus porté combat par exemple ou plus porté enquête. Donc aussi dès le début de la campagne, on a une indication plus ou moins claire sur ces deux caractéristiques qui sont importantes. Et puis après, il y a un peu le All-Star Game. On se dit, on va essayer de tous les Mm. récupérer pour les jouer dans un deck. Ouais. Et, Il, et ça, c'est il- fait. il y a aussi, en fait, au gré des scénarios, on a Jazz Mulligan sur l'université, on a le gardien et le conservateur du musée dans le scénario sur le musée. Donc c'est vrai qu'il y a pas que ces 5 personnages iconiques, il y a aussi des alliés qui sont là exclusivement pour un scénario. Ouais. Et il y a les passants du train aussi. Oui, les pauvres passants du train qu'on oublie souvent. Ouais, faut pas trop les oublier parce que si on les laisse trop en arrière, à un moment donné, ça fait Ouais. mal. Bon, et du coup, ouais. Alors, expérience difficile à cumuler, c'est vrai que c'est un peu ce qui, le ressenti de la campagne, en tout cas de la communauté francophone, hein, de façon globale. Mais c'est vrai que, bon, voilà, moi j'ai fait 5 runs en solo dessus. Le moins d'XP que j'ai eu, c'est 25 sur le run, sur les 5 runs. Donc c'est vrai que finalement, quand on la connaît un peu plus, quand on sait où aller les chercher, bon, quand on a clairement un peu optimisé des choses, bon, effectivement, il y en a quand même pas mal à aller gratter. Alors je suis pas arrivé à 35 moi perso,
Je crois que le mieux que j'ai fait, c'était 30. Mais 30, moi j'avoue que sur Dunwich, je pensais pas qu'on pouvait arriver à faire 30 XP, quoi. Ouais, alors effectivement, il faut aller les chercher. Et en fait, je m'en suis rendu compte en solo avec Jamie Barnes où j'ai perdu un scénario. Et en fait, le fait d'avoir perdu le scénario, ça m'a fourni des XP supplémentaires. Mm. Et je me suis dit, mais enfin, ça faisait peut-être la première fois que je me rendais compte qu'on on avait des XP bonus, même si on avait été vaincu, parce qu'on avait été confronté au mythe et ce genre de choses. Après, en creusant, je me suis rendu compte qu'il y avait certains lieux qui fournissaient des points d'expérience. Et donc, du coup, il fallait aller chercher ces lieux-là, même si c'était un peu s'écarter de la voie principale. Mais à d'autres moments, on pouvait avoir, comme tu disais, beaucoup de points d'expérience sur les ennemis. Donc, j'ai privilégié des cartes comme en chasse, par exemple, pour contrer le deck de rencontre et en même temps essayer de faire monter ces ennemis à points d'expérience. Voilà. Et puis j'ai ressorti les bons vieux creuser trop profondément aussi. Mais ça, c'est parce que j'avais envie d'essayer de jouer vraiment dans l'esprit d'Unwich. Et ça j'insiste sur le scénario de l'université, qui est souvent le premier scénario qu'on joue. Bon, l'expérience fournit 2 points d'expérience, 2 points d'XP, pardon. Si on se débrouille bien, on peut aller chercher un point d'XP dans un lieu sans engager sa conclusion. Et en plus, dans le set de rencontre, il y a le mage de Yog-Sothoth et il y a 1 ou 2 Shoggoths. Donc déjà, rien que là, c'est assez énorme. Oui. On peut vraiment commencer avec peut-être 6 ou 7 XP si on se débrouille bien sur l'université. Ouais. Bon, après, voilà, j'avoue que l'expérience, elle est pas facile à gérer. Surtout au début. Mais bon. Ouais, faut se la coltiner. Mais encore une fois, c'est si on est prêt. Et puis finalement, il n'y a pas besoin de jouer des choses énormément complexes qui vont demander une mise en place. Moi, j'ai fait des decks qui étaient très simples, presque à petite collection. Donc, j'ai ressorti des cartes comme Esquive et qui sont, mine de rien, plutôt utiles en fait sur la campagne parce que il y a des moments où il y a vraiment beaucoup d'adversaires. Je pense à Silas, je pense à l'expérience. Et en fait, une esquive, ça peut éviter de prendre beaucoup de dégâts ou d'horreur d'un coup. Tout à fait. Bon, du coup, je propose qu'on passe à l'approche des scénarios. Avec, du coup, les choix des premiers pas, puisque la campagne s'ouvre sur un choix et on peut choisir tantôt d'aller faire l'activité extrascolaire pour aller chercher Warren Rice, qui est professeur à l'université, ou aller au club de la Bella Luna, où la banque gagne toujours, où il y a en fait Francis Morgan qui est en train de jouer des petites parties de poker. C'est vrai que déjà là on commence. Bon, on va parler des 2 scénarios et on dira peut-être après ce qu'implique un choix ou un autre. Ouais, j'ai une approche un peu particulière là-dessus, ça dépend quel type d'investigateur je joue. Si je sais que j'ai un rôle fort de combattant, je vais absolument vouloir aller sauver Morgan et donc du coup commencer par le Bella Luna. Si j'ai plutôt tendance à vouloir avoir plus de temps à l'université, je vais commencer à l'université. Typiquement pour me préparer à affronter l'expérience. Ouais. Voilà. Moi, c'est un peu mon approche des choses. Mais après, je sais que moi, j'ai un ami à moi qui préfère tout le temps commencer par le Bella Luna, par exemple, parce qu'il a peur, et ce que je peux comprendre, et là on va rentrer dans l'aspect un peu technique du scénario, il a peur de ce lieu qui est le lounge, je crois, qui demande à dépenser des ressources pour récupérer des indices. Et donc du coup, il part du principe qu'il va perdre beaucoup de temps là-dedans. Et donc du coup, il préfère commencer par le Bella Luna pour gagner en fait l'intrigue 2. Donc du coup, gagner 2 ou 3 fatalités, je sais plus. Et éviter en fait d'être dans une mauvaise posture dès le début de la campagne en ratant le Bella Luna. Bon. Donc on va commencer par l'activité extrascolaire. Donc voilà, en fait, comme on le disait, selon par lequel on va commencer, on aura plus ou moins de temps parce que en fait on aura perdu du temps à aller dans le premier lieu. Donc au global, quoi qu'il arrive, dans l'activité extrascolaire, on a alors un faux dilemme. On a un choix à faire. On a même 3 possibilités. Si on commence en tout cas par l'activité extrascolaire, on peut aller chercher Warren Rice et le sauver. On peut vaincre l'expérience
et on peut aller sauver les étudiants. C'est vrai que déjà, sur un premier scénario, 3 possibilités, et on va dire que, en tout cas, il y a un choix qui a des conséquences, entre guillemets, lourdes sur la suite de la campagne, c'est si en fait on va chercher Warren Rice et qu'on laisse en fait l'expérience atteindre les dortoirs, du coup. Ouais. Et qu'on ne sauve pas les étudiants. Mm. Tout à fait. Euh, Warren Rice a un effet qui est plutôt sympathique, mais je trouve que c'est une condition qui est un peu difficile à mettre en place parce qu'il faut passer par, il faut trouver Jazz du coup, il faut passer par le bureau, par le bâtiment administratif, pardon, aller dans le bureau. Il y a quand même pas mal de choses à mettre en place. La solution la plus simple, je trouve, après je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est d'aller dans les dortoirs et sauver les étudiants. Oui. Et après, en fonction de la configuration si on joue en solo surtout, c'est très important, ou en multi, est-ce qu'on est capable ou pas d'affronter L'expérience. l'expérience. Non, mais c'est ça, moi c'est vrai que le plus souvent, je commence par régler les dortoirs, comme ça au moins c'est fait. J'essaie d'aller affronter l'expérience, si ça se passe bien, bah, tant mieux, et du coup je gratte le point d'XP du lieu plus l'expérience. Et si je vois que bah, ça va pas le faire, bah, je redescends dans les dortoirs et je finis quoi. Oui. Moi, Mm. généralement, je suis le même chemin et je vais sauver Warren que si j'ai envie de jouer plutôt roleplay dans le sens où je vais vouloir absolument tenter tout au long de la campagne de sauver un maximum d'alliés d'histoire. Mm. Il y a déjà un besoin d'indice qui est non négligeable puisque bah, tu parlais de Jazz Mulligan. Pour le récupérer, en fait, il faut défausser des cartes du deck de rencontre et pour ça, il faut utiliser une action en dépensant des indices. Alors, c'est pas l'aspect le plus demandeur d'indices de la campagne, mais c'est déjà un premier indicateur qui dit que bon, bah, si on n'a pas un gars qui est capable de bah, manger les indices, on va mettre du temps à le trouver, Jazz. Ouais, et puis il y a une question de tempo aussi, parce que finalement il y a une action pour l'indice, une action pour Jazz. Bah, ça nous fait deux actions pour espérer le trouver dans le deck de rencontre. Mm. Et c'est d'ailleurs le premier scénario où on peut avoir le set de rencontre et être confronté à au-delà du voile. Parce que je crois qu'il n'y est pas dans la Bang Game toujours. C'est ça, c'est exactement ça. Sachant que oui, dès ce scénario-là, comme on a les sets qui nous font défausser des cartes, on a notamment, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est une carte traîtrise avec un couloir infini vert. Ouais. Et en fait, il vient s'attacher à notre lieu et dès lors qu'on veut quitter le lieu, en fait, ça nous fait défausser une carte de notre deck. Ouais, et puis on a aussi deux bâtiments qui vont jouer sur au moins deux bâtiments qui jouent sur la défausse, un notamment en fonction du nombre d'horreurs qu'on a dessus, qu'on a sur notre investigateur. Ouais, ça nous met dans l'ambiance. Hein. Ouais. Bon, et donc dans la banque gagne toujours. Pour le coup, le début du scénario est quand même assez déroutant puisque bah, on n'enquête pas du tout. Alors, sauf à l'entrée de la Bella Luna, mais après, voilà, les lieux ont des effets qui nous permettent d'avoir des indices ou pas. Mais là, pour le coup, effectivement, c'est peut-être le seul moment de la campagne où l'enquêteur ne sert à rien. Ouais. Et ça peut être extrêmement frustrant. Moi, dans mes premières expériences, d'avoir des decks qui nécessitent une grosse mise en place et de devoir se retrouver à dépenser des ressources pour essayer d'avancer. Alors, il y a la notion du hasard, hein, mais c'est ça, il y a vraiment des choix cornéliens de dire est-ce que je pose ce soutien ou est-ce que je garde mes deux ressources pour essayer d'avoir un indice. Et il va nous falloir ces indices-là, parce que sans les indices, on peut pas avancer l'acte. Et donc du coup, bah, on va se retrouver bloqué dans le Bella Luna et vaincu en fin de, au final de l'intrigue. Moi, en tout cas, ce que je fais, pour le coup, même si c'est un peu embêtant selon le perso qu'on a, c'est que dans mon mulligan de début de partie, bah, je me débrouille pour avoir un allié. Et l'effet du lounge en classique, c'est tout le temps le même, c'est défausser un allié et gagner deux indices. Donc voilà, clairement, quand on est chercheur et qu'on a une assistante de laboratoire ou une qui fait du dessin, là, l'étudiante en art, bon bah ça mange pas de pain que de les défausser pour gagner deux indices. Clairement, ça aide. Ouais, et c'est un peu ce qu'on va dire tout au long de la campagne, mais il y a quand même possibilité de contourner la campagne relativement aisément si on a un day build qui est appliqué. Et il y a cet exemple-là
dans le Bella Luna, il y a l'exemple dans l'avant-dernier scénario, il y a aussi l'exemple dans le musée, notamment je pense par exemple à un raccourci de point d'expérience. Il y a possibilité de contourner ces grosses difficultés et donc du coup de faire le choix par exemple de commencer par l'université en se disant je vais gagner tellement de temps dans le Bella Luna parce que j'ai mis par exemple, je dis n'importe quoi, 6 alliés que je vais pouvoir très rapidement débloquer l'acte 1 et limiter l'impact de ne pas avoir un intrigue 2. Ouais. Il y a la possibilité de boire un verre aussi, et là on retourne un peu sur ce système des choix. Si on boit un verre et qu'on récupère 2 indices, derrière il y a des cartes retirées qui nous enlèvent des actions parce qu'on a bu un verre. Ouais. Et, mais bon, généralement on boit un verre. Mais oui. On est faible. Il y a une grosse arrivée des ennemis spéciaux. Bon, déjà il y a les gangsters voilà, qui ont toute cette logique avec les ressources. On va voir normalement notre premier agglomérat de sphère aussi qui va se pointer. Et c'est vrai que, enfin moi je sais que l'agglomérat de sphère, ça m'avait mis une grande claque dans ma gueule hein, quand je l'avais vu. Et puis même encore aujourd'hui, bon bah tu sais que sur ce scénario-là, c'est pas avec une hache d'incendie que tu vas régler tes problèmes. Hein. Non, et puis c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le deck build, hein, parce que soit on a des armes à feu, et c'est le choix que j'ai globalement fait sur tous mes tests pour justement limiter l'impact de l'agglomérat, soit on est capable d'esquiver, mais c'est quand même 4 de base, et puis même dans le cas où on veut l'affronter, c'est à 6 PV quoi. Donc 6 PV, c'est basiquement 3 actions, c'est un tour de perdu. Ouais. Donc bon, voilà, ça se réfléchit quand même. Ces chasseurs, et puis des sacs à PV, on va en croiser dans la partie, hein, parce que on n'en a pas encore parlé, mais il y a l'ennemi à point de victoire dans les wagons, qui a un sac à point de vie. On a l'horreur chasseresse qui a un sac à point de vie. On va voir Silas. Donc l'option combattre, elle est tout à fait viable hein, sur Dunwich, je dis pas le contraire, mais ça s'anticipe. Non mais c'est vrai, mais même là, le patron du club du trèfle de mémoire, il a 4 ou 5 PV, je sais plus. Il a 4 PV. Il a 4 PV. Et un point de victoire. Voilà. Les agglomérats de fer 6, le rôdeur de l'ombre, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est le 3e des abominations là, qui a le point de victoire, il a 5. Il a 5, ouais. Voilà, c'est pas rien. Hein. Après, voilà, les gangsters, ils ont chacun 2 PV, c'est pas grand chose, mais les gangsters mis à part, les autres mobs, ils sont costauds quand même. Hein. Tout à fait. Et alors, l'autre particularité sur ces 2 scénarios, c'est que pour le coup, la discussion est quand même bien mise à l'honneur, étant donné qu'on doit discuter avec Jazz, on doit discuter avec soit Francis Morgan, soit avec Peter Cloverfield, là. C'est vrai qu'il y a quand même des choses en discussion au début de la campagne. Le manteau élégant est de rigueur. Pas toujours. Bah oui. Et c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait on est confronté à des premières séries de tests, en tout cas pour la partie de la banque game toujours, on est confronté à des séries de tests de volonté. Et dans un début de campagne qui est quand même très porté combat enquête, et d'un seul coup on se retrouve à devoir discuter à 3 en volonté avec Morgan par exemple. Mais on n'est quand même pas bloqué, c'est-à-dire qu'on peut, si c'est vraiment galère, on peut aller chercher la sortie de derrière pour abandonner. Malheureusement, Morgan il va se passer ce qui doit se passer, mais on n'est pas bloqué. Mais oui, moi je trouve ça intéressant parce que du coup ça complète aussi les possibilités. Si on fait le choix de mettre des tenues élégantes, voilà, c'est encore un choix de deck building, on se facilite grandement la vie. Alors, il y a toujours la question de est-ce qu'on va aller chercher Peter Clove ou pas. Ouais, ça c'est chaud. En vrai, moi j'y arrive très rarement. Hein. Il faut vraiment être bien parti. Après, l'avantage, il est quand même assez... On s'en rend pas forcément compte, mais il est quand même assez puissant, parce qu'il nous met dans une bonne configuration pour le scénario 5. Sur Dunwich, l'hôtel sur le sang. Du sang sur l'hôtel. Et il nous met très très bien sur le scénario 7. Donc, mais voilà. Par contre, la difficulté, elle est à la hauteur de la récompense. En solo, clairement, je crois que j'ai peut-être dû réussir une fois. Je ne tente pas. Mais bon, voilà, c'était un truc, j'avais des raccourcis, j'avais du gain d'action de ouf. En multi, c'est pas la même.
Ouais. En multi, c'est pas la même. Mais bon, en duo, je pense que c'est compliqué. En trio, je pense que ça se fait. Mais par contre, en solo, ouais, c'est vraiment la croix et la bannière hein, pour y arriver. Hein. Ah ouais, parce qu'ensuite il faut ressortir. Mm. Alors il y a toujours la question de l'abandon dans la ruelle et de laisser des indices sur un lieu à Mm. point d'expérience. Mais, en solo, moi je l'avais tenté, quoi. J'étais à chaque fois, j'étais Mm. trop ric-rac en fait à cause du lieu du lounge qui me demande de dépenser des sous. Mais Mm. bon, c'est pas grave, hein, on aura le clan au Banyan Voilà. sur le dos. Voilà. Donc la campagne s'ensuit par le scénario dans le musée, alors que du coup, normalement, on a récupéré Hermitage, sauf si on a été retardé suite à nos aventures à la Bella Luna. C'est souvent Ouais. ça. Alors le musée, bah, comme on le disait, beaucoup d'actions d'enquête. On doit enquêter dans au moins 3 salles avant de espérer trouver la salle d'accès restreint. C'est quand même pas rien. On le disait, les lieux on va dire, ont des conséquences quasiment tous si jamais on rate notre enquête. Donc ça peut être compliqué en matière d'horreur, en matière de dégâts. C'est quand même pas Ouais, anodin. et puis ça peut être compliqué avec l'horreur chasse-stress, hein. Ouais. Et le set de rencontres spécifique à ce scénario, il est infect. Enfin, Mm. c'est un des sets de rencontres les plus violents, Mm. avec une traîtrise qui nous fait redresser et Mm. l'horreur se déplace sur nous, nous attaque. Il y en a un autre sur un test d'intelligence qui nous fait défausser des Mm. cartes. La traîtrise qu'il fallait chercher L'horreur l'horreur. chasseresse. Et donc du coup, bah, on engendre des ressources sur la carte Mm. engendrée par la peur d'ailleurs. Enfin, je sais plus comment elle Mm. s'appelle. Elle devient de plus en plus grande, de plus en plus résistante. Voilà, ça part mine de rien sur un scénario plutôt tranquille. On est à l'extérieur. Alors bon, il y a la contrainte pour rentrer dans le musée, mais on a un peu le temps, Mm. Oui. on va dire au début. Mais alors après, mais quand ça commence à s'enchaîner et que ça s'enchaîne mal, hein, généralement, Mm. on va cumuler des traîtrises, on va cumuler de l'horreur, on peut avoir des difficultés, on va devoir échapper, enquêter en ayant utilisé nos boosts avant et donc du coup on a presque plus assez pour enquêter. Mm. Enfin, en tout cas en standard, il y a des configurations qui peuvent être vraiment pénibles. Ouais. La disposition du musée est très fermée. Il y a ce fameux lieu central, le hall du musée. Alors là, si dès lors qu'on a le fameux couloir vert qui nous fait défausser des cartes, bah c'est une vraie plaie. On a aussi parfois, je sais plus si c'est au renouveau ou pas, mais on a les portes mystiques aussi qui nous empêchent de bouger. Ouais, Euh, on a celle aussi qui nous fait, je crois que c'est dans le renouveau, qui s'attache à notre lieu et si jamais on pioche une carte, il se passe quelque chose. hmm, Donc, du coup, en fait, si elle s'accroche au lieu central et qu'on se retrouve à la ouais, phase d'entretien à piocher, je crois que c'est quand on pioche, on défausse. Donc du coup, hmm, on se retrouve à cycler le deck en ouais. permanence. De façon globale, le hall du musée, si vous avez un raccourci 2XP, il faut le poser là. Il faut Ouais, jamais, il faut jamais. Il faut pas rester dans le hall du musée parce que si vous piochez une mauvaise traîtrise et qu'elle commence à s'accumuler sur ce lieu, ah ben c'est fou. Je sais plus quelle est la porte. Ça nous demande de faire un test d'intelligence ou de volonté à 3. il y a, Et il y a un test, si... non, il y a un test de volonté à 4, et ça, c'est une carte qui est dans la version de base de Dunwich. Et si Ouais. on se rate, ça annule le déplacement ou ça Hmm. défausse les 5 Ouais. cartes du dessus du deck. Ouais, ça c'est la porte mystique, je crois. Et il y en a une autre, mais bon. Euh, bref, Et il y a aussi il y a la configuration tactique de l'horreur chasseresse oui, en c'est ce soi. que j'allais C'est dire. que si on la laisse dans une salle, qu'on l'a échappée et qu'on se dit je suis sauf, je me suis barré, début de la phase des ennemis, on Hmm. tire un pion. Si jamais c'est un pion symbole, elle se redresse, Hmm. elle déclenche son effet chasseur, elle nous réengage, elle nous attaque. C'est vrai que là-dessus, ce scénario est très très fort parce que, comme tu le disais, il y a un seul ennemi. Bon, par contre, il y a pléthore de traîtrises qui s'y rapportent, tantôt pour la générer, tantôt pour la déplacer et nous attaquer. Il y a des tests qui sont alourdis par la présence de l'horreur chasseresse. Les pions les pions KO symboles n'ont pas forcément la même valeur si elle est dans notre lieu ou pas. Et il y en a une de carte traîtrise. Le test prend plus de en difficulté si jamais l'horreur chasseresse est chez nous. C'est compliqué et c'est vrai que quand on ne connaît pas le scénario, on peut très vite se retrouver à devoir la gérer 5, 6, peut-être parfois 7 fois, surtout en multi. En multi, là, c'est vraiment l'horreur. Il faut se blinder, à mon avis, de sorts de protection pour les annuler parce que
Sinon, elle pop tous les 2 rounds, je pense. Et c'est. Bah, moi, ce que j'avais fait, ce qui marche très bien, le petit conseil pour ceux qui ont accès aux cartes gardiens de au moins le level 1, c'est tu ne mourras pas 2 fois. Ouais. Voilà, ça c'est. De toute manière, le deck va être cyclé parce Mm. qu'on va devoir défausser des cartes. Donc la carte tu ne mourras pas 2 fois, elle reste accrochée en fait à une traîtrise. Donc Mm. elle est à part. Donc elle sera pas impactée par ça. Lorsque la carte va revenir, ça sera défaussé. Donc ensuite ça va être Mm. remélangé. Donc c'est généralement une carte qu'on voit assez rapidement. Bah, Et ça, ça. voilà, pour la traîtrise qui nous fait revenir l'ombre, Mm. c'est Bon, super. ça, c'est sûr que moi, typiquement, j'ai fait 5 runs en solo, donc ça n'a pas été une grosse problématique. Mais avec Diana, bah, je l'ai joué, cette carte. Je crois que ça m'a évité une génération. Euh, Ouais. donc, c'est mieux que rien, surtout en solo, parce que bon, je crois qu'elle avait, c'était déjà la 2e fois ou 3e fois. Après, pour gérer leur chasseresse, bon voilà, il y a cette tactique de venir la fuir et d'espérer ne pas piocher un pion symbole au cours du début de la phase ennemie. Honnêtement, c'est viable, je pense. Euh, Là où ça aurait été compliqué, c'est si jamais ça avait dépendu du nombre de joueurs. Ce qui aurait, à mon avis, pas été déconnant parce que c'est pas la même chose de devoir gérer un ennemi quand on est en solo, surtout quand il commence à devenir gros, que de le gérer à 3 ou 4. Donc Ouais, tout à fait. j'aurais pas trouvé ça déconnant, on va dire qu'à partir du trio, de devoir révéler 2 pions. Peut-être pas pour le duo, mais pour le trio et quatuor, révéler 2 pions, ça m'aurait pas choqué. Là où, par contre, c'est vrai que en solo, bon, quand on connaît le scénario, quand on sait qu'en gros elle pop à chaque intrigue, bon bah, on va pas être bête. Si on voit qu'elle est à la pop, qu'il nous reste un round avant qu'elle repop avec l'intrigue, bon bah, on va chercher à l'esquiver et au moins on aura évité une génération supplémentaire. Oui, clairement. Et moi, je l'ai joué un duo Yorick avec Jacqueline, Jacqueline avec Prémonition, donc qui est Hmm. une carte qui fonctionne plutôt bien avec Jacqueline, mais qui là me permettait de- au moment où je la jouais, de connaître en fait le prochain pion qui allait être révélé, et donc du coup bah, anticiper le fait de savoir si l'aura allait se redresser ou pas. Et donc Hmm. du coup Yorick qui était plutôt là pour tanker, un Yorick qui était aussi pas très bon sur ces scénarios vu que le seul ennemi qu'il peut Hmm. rencontrer c'est l'horreur. Ouais. Ça m'a permis de m'adapter Hmm. et d'anticiper les actions que j'allais faire sur le tour suivant. Ouais, c'est vrai que ça, moi aussi, quand j'ai fait mon run avec William, ce scénario a été extrêmement pénible parce qu'en fait, Ouais, j'arrivais pas à cycler mes soutiens, quoi. Je jouais en plus ouais. équipement limité, donc autant te dire que dans ma défausse, les trucs, je les ai pas vus sortir souvent, quoi. Donc bon, Mais ouais. l'art de se mettre dans la difficulté, quoi. Ah bah, j'ai une Jacqueline qui enquête à la volonté, hein. Hmm. Voilà, Ouais. on y reviendra. Mais je pense que Dunwich, d'une manière générale, quand on la découvre, il y a un peu un effet grosse claque, parce qu'il y a voilà, plusieurs scénarios sur lesquels on peut être. Puis il y a défaut, ouais. Voilà, on va être pris à défaut. Je Quand on la dirais, connaît, après, ouais. ça va Je un peu mieux. je dirais pas que c'est une grosse claque, en tout cas pas au point que ça a été pour moi au niveau du premier scénario de la civilisation oubliée ou le premier scénario Oui, d'Inslongs. Mais par contre, c'est la campagne où en fait, à chaque fois, je me dis, mince, mais là, je peux pas faire ça. Ou là, en fait, je suis embêté parce que le jeu m'empêche de faire ça, ou voilà. j'ai besoin de ça et je l'ai pas en main et ça m'embête. C'est vrai qu'il y a plein de petits trucs comme ça au fur et à mesure de la campagne. C'est pas on a le tapis rouge déroulé, on aspire les indices tranquillement et puis voilà. Non, il y a toujours un ennemi qui a un effet particulier qui va nous embêter. Il y a un effet de lieu qui nous met une pierre sur notre chemin. C'est. Ouais, Je veux dire des ennemis qui ne peuvent être attaqués qu'à la volonté, par exemple. oui. Ouais, mais c'est voilà, Ouais, ça bah fait oui. partie des choses Mm, quand on n'est pas préparé, eh ben, mm, on abandonne. mm. Bon, on arrive du coup au. Alors pour moi, à partir du moment où on a passé le scénario 3, pour moi, les 3 premiers scénarios sont des scénarios, alors pas forcément tranquilles, mais on sent qu'on est encore sur le démarrage de la campagne, moi je trouve. Après, par contre, dès lors qu'on passe au scénario 4, là, on est à fond à toute vitesse. Là, l'Express du Comté des Sexes, moi, c'est le scénario qui m'a fait aimer le jeu. C'est clairement ça. Ouais. J'avais acheté la Zélatrice et Dunwich en même temps. Et c'est quand j'ai joué ce scénario que je me suis dit, mais le jeu est juste génial, quoi. Et puis c'est des scénarios qui s'enchaînent aussi d'un point de vue Mm. enfin,
au niveau du scénario de l'écriture. En tout cas, c'est complètement cohérent, ça se suit. Enfin, moi, c'est vraiment des scénarios que j'aime beaucoup jouer parce que, un, il y a l'ambiance, deux, c'est clair, on sait pourquoi on est là, et il n'y a pas d'élément un peu incongru qui va rentrer en jeu. Bon, du coup, évidemment, l'Express du Comté des Sexes, il y a la question du timing qui est vraiment très très bien rendu, je trouve, dans le scénario, avec les wagons qui sont aspirés petit à petit, des intrigues très courtes, avec des wagons justement là qui, au fur et à mesure des intrigues, se font aspirer. Ça rend vraiment très très bien. Le coup des passagers. Ah, Ça, c'est super. les- C'est vraiment une super trouvaille, quoi. Donc bon, Et puis alors. la locomotive, il y a aussi un peu de hasard qui fait que Ouais. qui joue surtout sur la locomotive. Mm. Avec 3 ou 4 locomotives, je sais plus, qui sont vraiment Il y en a typées. 3. Dans la version classique, il y en a 3. Ok. Donc voilà, j'en ai une en tête qui me fait piocher 3 cartes de Oui. rencontre. Elle est terrible. Mais moi, ça m'est arrivé de prendre des baffes là-dessus parce que dernière action, je me déplace, j'arrive dans la locomotive, chose que je n'ai plus jamais fait ensuite parce que de peur de tomber sur cette locomotive, sur cet effet forcé là. Ouais, le fait de devoir piocher les 3 cartes du dessus de l'écran contre, c'est tellement nuisible. Voilà, quand on le sait, on le fait plus, mais quand on fait pas attention, et en fait, ça revient à piocher 4 cartes parce qu'on va enchaîner avec la phase de mythe derrière. Dans les 3 premières cartes, si on a des ennemis, on se tape une phase d'ennemis en plus dans la tête. Enfin, c'est fou. Et sachant que le scénario, il nous prépare à cette fameuse locomotive où, dans une version, on a un ennemi qui pop, dans une autre version, il y a 3 cartes du deck rencontre qui sont piochées, donc généralement, il y a un ennemi qui pop. Puisque, il y a cette question des défausses de compétences au fur et à mesure des wagons. Et si on n'a pas les compétences qui vont bien, on prend tantôt des dégâts, tantôt des horreurs. Et c'est vrai que du coup, encore une fois, quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas au courant et tout, on arrive souvent dans la locomotive, on n'est pas bien. Hein. Et c'est quelque chose on va pouvoir en rediscuter sur le scénario final. Moi, je trouve ça extrêmement violent. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Donc en multi, ça va être tous les investigateurs qui vont rentrer, qui vont devoir défausser des cartes ou prendre 2 dégâts ou 2 horreurs. Mais c'est cash, c'est non négociable, il n'y a pas de test, il n'y a rien. Quand on sait qu'on a 6 wagons de souvenirs, alors il n'y a pas les 6 wagons qui ont ces effets-là, mais on peut en avoir 4, au moins 4 en fait, qui ont ces effets-là. Et mine de rien, ça fait, si on n'a pas les bonnes cartes, 8 dégâts horreurs dégâts ou horreurs à se répartir sur notre investigateur. Et c'est vraiment... c'est horrible. Enfin, moi, c'était désespérant, quoi. Ouais, c'est vraiment horrible. Et puis en plus, c'est vrai qu'au début, je l'avais pas ressenti comme ça, mais c'est vrai que concrètement, si on veut affronter correctement le scénario, sauf si on s'appelle Luke Robinson et qu'on passe par notre boîte à portail pour enjamber les lieux, mais si on n'a pas un build avec pas mal de compétences, ça peut être aussi des événements ou des soutiens, mais généralement, les cartes où il y a le plus d'icônes intéressantes pour ce genre de truc, c'est quand même les compétences neutres, faut se dire ce qui est. Mais un survivant qui est basé sur les compétences et qui est dans ce scénario-là, concrètement, ça lui entame quand même bien sa stratégie de deck. Hein. Bien sûr. Et puis, au pire, c'est une phase de pioche perdue. Parce que dans le meilleur des cas, on a ces 2 icônes sur une carte. Mais si on est limite en termes de PV ou de RA, on va devoir se retrouver à défausser 2 cartes. 2 cartes qui peuvent être intrinsèquement très puissantes pour enquêter ou la gestion d'ennemis, et on doit juste les défausser pour pas perdre des dégâts ou des horreurs. Alors, dans la meilleure des configurations, on a des courages inattendus en main, mais ou des prendre l'initiative, mais c'est moi j'ai toujours trouvé ça très violent et un petit peu injuste dans le sens où l'effet est aléatoire parce qu'on ne connaît pas avant de révéler le dieu ce à quoi on va être confronté, et puis on n'a pas le choix, quoi. Et puis il y a aussi du coup que ce soit dans les ennemis ou dans les cartes rencontres, il y a quelques cartes qui nous empêchent de nous déplacer. Alors, tout à fait, autant sur la version classique, ça va. Autant sur le renouveau, un jour on en discutera sur cette chaîne, ça peut être très embêtant de ne pas pouvoir claquer 2 wagons en un seul tour. Ouais. Entre
entre celui qu'on va perdre et l'autre Hmm. qui va déclencher son effet chasseur, Ouais. Donc bon. on Euh, en rediscutera. Mais effectivement, la pression, hmm. on parlait un peu de la pression qui peut être exercée sur les investigateurs tout à l'heure, Et, elle est d'autant plus importante hmm. dans ce cas de figure. Et si je ne m'abuse, si on échoue à ce scénario, on perd notre Necronomicon si on l'a récupéré. Et je Tout à crois fait. qu'on perd pas les alliés d'histoire aussi. Si, en fait, à Voilà. chaque fois, on va les perdre. Hmm. Et en plus de cela, on va récupérer une faiblesse Hmm. dans le Ouais, par-delà le temps et l'espace. Non, je sais plus comment ça s'appelle ouais, cette c'est ça. faiblesse. Elle Perdu nous à travers le fait temps et l'espace. Ouais. perdu à la travers le temps, c'est ça, exactement. Et elle nous fait défausser 3 à 5 cartes. Voilà. Toujours dans la mécanique de au-delà du voile, de la défausse de deck, prendre des horreurs gratuitement. Bon, c'est pour chacun des investigateurs qui auraient été vaincus. En plus du test qu'on a au passage à l'acte, qui peut nous mettre un trauma gratuitement aussi. Ah, c'est que du plaisir ce scénario. Mais pour le coup, moi c'est un scénario que j'adore. Ouais, Parce il est que génial. voilà, ça fait partie des scénarios un peu cultes d'horreur Arkham, quoi. Hmm. Et du coup, on arrive à Dunwich, le village des sacrifiés, comme j'aime bien Ouais, l'appeler. Parce que, ouais, bon, honnêtement, c'est une mécanique qui est unique encore à ce jour dans le jeu. Bon, les soutiens d'histoire se font sacrifier, c'est dans l'histoire, hein, c'est dans l'esprit. Mais si on a des soutiens uniques, alliés, nous posés, eh ben, ils peuvent crever en fait. Et ça, franchement, c'est juste énorme. et à Ashkan, on pense à toi, hein. Ah oui. Voilà. Mais bon, ça marche aussi pour tous les Léo De Luca Ah. ou les Guerrish qui traînent. Donc, non, mais encore une fois, il y a une vraie crainte. Enfin, moi, je sais que c'est un test d'agilité ou un test de volonté, notamment sur Kidnapping. Il y a un vrai stress là-dessus. Et c'est un scénario qui est en soi pas très compliqué, mais qui peut tellement déraper. Enfin, voilà. En soi, le scénario, c'est une sorte de cache-cache qu'on retrouvera d'ailleurs dans le deuxième scénario de Innsmouth, qui aura été la version améliorée de ce cache-cache-là. Mais le scénario, voilà, est pas bien compliqué. Bon, il y a la particularité de Silas dans la cave. Bon, il provoque pas il fait pas d'attaque d'opportunité, donc finalement, il n'est pas si difficile que ça à gérer. Et bon, en indice, bon, encore une fois, c'est la campagne qu'il veut. On découvre, en tout cas en solo, 8 indices. Et du coup, derrière, il faut les redécouvrir dans la cave. Bon. Ouais, mais ça, c'est un truc qui est important à garder en mémoire, c'est le passage à l'acte va à la fois générer Silas, qui a quand même 7 en agilité, et du coup aspirer, entre guillemets, tous les indices qui sont en jeu, qui restent sur les lieux ou sur les investigateurs, dans la cave. Enfin, c'est pas la cave, mais c'est le... Oui, la chambre secrète. Merci, la chambre secrète. Et donc, du coup, là, on a un double choix. Ce qui est intéressant, parce que du coup, on se retrouve pas bloqué, c'est soit on combat Silas, soit on récupère les indices. Moi, j'aime bien avoir ce genre de possibilités. Mais on se retrouve quand même confronté avant à la recherche de la clé, la chambre secrète. Et en plus de ça, du coup, 3 autres traîtrises dont on ne connaît pas, qui sont sous les différents lieux à explorer. Attention, ne mélangez pas les gangsters dans le deck rencontre avant de mettre les cartes cachées. Parce que moi, je l'ai eu fait il y a longtemps. Hein, et c'est vrai que quand c'est un mob qui pop et que c'est la deuxième fois que ça nous arrive, on est là en mode oh, c'est compliqué là. Ouais, et ça peut être très pénible. Ce qui peut être très pénible aussi, j'ai été confronté là, c'est comme sur les lieux au hasard, il y en a un qu'on va supprimer qui ne sera pas sur le plateau de jeu. Oui. On peut avoir des configurations de connexion de lieux avec 1 à 2 lieux qui sont vraiment très excentrés, et donc du coup, cette mise en place peut nous pousser à devoir perdre beaucoup d'actions pour se déplacer, soit essayer d'esquiver les ennemis, parce que de souvenir, en plus de ça, je crois qu'il y a des maigres bêtes de la nuit. C'est ça. Ouais. Et il y a quand même pas mal d'ennemis sur ce scénario, parce qu'il y a les villageois de Dunwich qui pop dans un lieu connexe, je crois, et qui nous permettent de récupérer des indices, mais il y a les criminels, il y a les engoulevents. maigres bêtes. Les engoulevents. Des engoulevents aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Non, finalement, oui, il y a beaucoup d'ennemis sur ce scénario. Et on finit donc du coup avec Silas, où là,
la conséquence de ce scénario va être important pour le scénario 7 et je me demande si ça n'a Ouais. pas un impact aussi sur le scénario 8. Je sais Non, non, parce que non, sinon, je si là crois pas. c'était éliminé Non, avant, non, non, voilà. Mais non, c'est non. en fonction, on Mais va avoir un acte différent sur ouais. Mais une sur mise le en place scénario différente. 7, ouais, ça a une vraie conséquence qui est pas des moindres, hein. Ouais. Ouais. Mm. Mais c'est un Euh, scénario que j'aime bien. Voilà, moi je mm, trouve qu'il est encore une fois, il a assez signature. Le deck de rencontre nous met dans une ambiance qui est vraiment Dunwich, qui est un endroit hyper glauque. mm. euh, et, euh, et on n'a pas envie d'y passer nos vacances. Et du coup, après ça, on entame au-delà des frontières du visible. Et là, Ouais. Voilà. et là, bon, Je- clairement, voilà, c'est le scénario controversé. Ah, j'ai un petit bug. Bon, bref, c'est le scénario controversé de la campagne, à mon avis. Euh, voilà, faut. je vous conseille Winifred pour ce scénario. Non, mais c'est un scénario, moi je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi c'est un scénario où j'ai quand même tendance à soit miser beaucoup dessus pour être dans la meilleure configuration pour la fin de campagne, soit abandonner directement. Ouais, ouais, ça m'arrive souvent d'abandonner directement. Là, j'avoue que sur mes 5 runs, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours réussi à gratter un peu à droite à gauche, mais en fait, Mm. c'est tellement coûteux. C'était, enfin, vraiment, moi je trouve ça, enfin, lourd. C'était peut-être pas le bon mot, mais voilà, quand je me dis, bon, bah, allez, j'y vais, je me dis à chaque fois, putain, allez, tu prends ta paille et ton marteau et tu vas essayer de faire ce que tu peux, mais Ouais. c'est un scénario qui est dur, quoi, qui est dur. Ouais, et puis tu sais que tu vas en avoir pour 2 heures de jeu, hein. Hmm. Enfin, Ah oui, parce que clairement. voilà, on va avoir en fonction de la configuration et des conséquences du nombre d'alliés qui ont été sacrifiés, on va avoir un Hmm. certain nombre de rejetons initialement. Hmm. Donc, mieux on a réussi le scénario avant, plus la configuration est compliquée Hmm. pour ce scénario-là. Ouais. On se retrouve avec des ennemis euh, qu'on ne peut pas affronter De façon dans un classique. premier temps. Hmm. Euh, on se retrouve en plus de cela à devoir gérer une gestion de déplacement aléatoire. Et là, moi, je vous Hmm. conseille vraiment l'application ArkhamDB pour Hmm. générer aléatoirement en fait, des lieux plutôt que de devoir trimballer des Ouais. cartes en permanence. Euh, et puis, ben, on se retrouve à les affronter à la volonté. Voilà. Hmm. Euh, Et les dégâts un par un, quoi. ouais, et les dégâts par en plus, tout à fait. Moi, c'est vraiment cet aspect-là, les dégâts un par un, sachant que, en gros, ils ont un point de vie plus un point de vie par investigateur. Donc, ils en ont systématiquement un de plus que le nombre de personnages. Ouais, franchement, c'est chaud patate, hein. Concrètement, enfin, moi, les 2 fois où j'ai pris, entre guillemets, plaisir vraiment à le faire, c'est la Jacqueline que j'avais en solo difficile, avec laquelle j'avais fait la nuit des zélatrices avant. J'avais gardé Lita Chandler, et donc, du coup, je pouvais claquer les. Comme ce sont des monstres, Oui. eh ben, je pouvais les taper de 2 par 2. Et là, avec Zoé parallèle béni, son effet Sakapa permet, moyennant le fait de retirer 3 jetons bénis, de coller un deuxième dégât. Et c'est pas subordonné au fait que ce soit une attaque à la force ou quoi que ce soit. Donc là, je pouvais les coller 2 par 2. Donc là, ça Alors, s'est bien passé. justement, pour rebondir parfaitement sur ce que tu viens de dire, les rejetons, je ne sais pas pourquoi, ils ne sont pas élites. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour les petits malins qui voudraient trouver un système pour les gérer beaucoup plus rapidement. Il y a une carte qui ne sert à rien à part à gérer ces rejetons-là. C'est Mindwipe, c'est une carte du corps 7 en mystique Mm. qui enlève le bloc de texte d'un ennemi non élite. Et donc bah là, en l'occurrence, on se retrouve à pouvoir affronter les rejetons bien plus facilement. Mm. Donc ça, voilà, là, ça peut être une carte vraiment Mm. game breaker pour ce scénario-là. Alors, facilement, les bonhommes, ils ont quand même 6 en combat, hein. Oui, C'est quand même pas rien. oui, certes. Oui, Et, c'est pas rien. et Mais c'est vrai que c'est. moi, à chaque fois, je me suis retrouvé dans des configurations où j'avais au moins 6 Mm. en stade de base pour les affronter, que ce soit avec Zoé, par exemple, avec Oui. Zoé, ça s'est très bien passé, ou même là, dernièrement, avec un Tony Morgan. Voilà, j'arrivais assez facilement à monter. Mm. Mais puis, c'est aussi un scénario où on n'a pas de pression sur l'intrigue, sur les Ouais. fatalités, et finalement, ça se déroule assez facilement. Mm. Et puis, on a des moments où moi, ça m'arrivait
de n'avoir rien à faire et d'être là en Mm. mode, mais quand est-ce que j'ai un rejeton qui est généré? Ouais. Parce que bah, j'attendais dans un lieu, puisqu'il y a des lieux qui nous permettent de déposer des indices sur les Mm. rejetons, ce qui est plus facile pour les affronter, à attendre dans ce lieu-là qu'il y ait un rejeton qui soit généré quelque part et essayer de le faire bouger pour être dans la meilleure configuration possible. Mm. Voilà. Bon, Un peu bizarre, quoi. on arrive là du coup sur le scénario 7. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un coup d'arrêt, ce scénario, parce que clairement, autant bah, voilà, aux frontières du visible, on peut abandonner et s'en sortir, autant là où le destin attend, eh bien, en fait, on peut perdre la campagne sur ce scénario, hein, tout simplement. Hein. Tout à fait. Mm. On peut abandonner et abandonner. Voilà, pour faire simple. Mais alors, c'est un scénario qui a. Je sais pas comment toi tu l'as. Parce que comme tu as commencé avant moi, tu as peut-être une autre approche là-dessus. C'est vrai que moi j'ai commencé assez tardivement, relativement tardivement le jeu. Et j'ai été bloqué la première fois au niveau de l'enquête. Mais par la suite, comme j'avais une collection beaucoup plus importante, j'avais au moins 5 cycles. Mm. J'ai jamais eu vraiment été bloqué par ce problème d'enquêter dans le pied de la colline ou dans le deuxième lieu. Mm. Mais j'imagine que à collection réduite, ça peut être vraiment pénible. Ouais, ouais, clairement, c'était vraiment le ressenti à l'époque de tout le monde. C'est vrai que bah, moi, le premier, mon premier run sur Dunwich était avec Ashkan. Quand je suis arrivé là, j'ai fait ah bah comment je fais? Bon, j'avais réussi à m'en sortir parce que bah, j'avais au taquet de compétences, hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment une difficulté qui est pas des moindres. Et puis en fait, on la voit pas venir, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis les mystiques avaient tendance à enquêter avec des sorts, Mm. ce genre de choses. Donc c'est vrai que là, si on n'avait pas un Rex Murphy ou une Daisy, c'est compliqué de générer les lieux qui, cette fois-ci, contrairement au musée, vont avoir des effets sur le nombre d'actions qui nous restent ou qu'on a utilisées en Et plus. Hein. ils sont très pénalisants aussi. Ouais, et puis ils sont très violents. Ouais. Mm. Et puis, bon, bah, à côté de cette difficulté de l'intelligence et de l'enquête, on a quand même des ennemis, moi je trouve, qui sont quand même très coriaces dans ce scénario. Ouais. On a les Il y a un le chevaux aussi. Tralavir qui revient, les Trals Lupin aussi qui sont là. On a peut-être un agglomérat de sphères cadeau de notre ami Silas. Tout à fait. Et celui-là, il fait vraiment mal hein, quand on arrive. Moi, là dernièrement avec Marc, justement, j'y étais. Ben, j'avais pas mon flambeau d'Octugad posé. Bah, tant pis, j'ai dû y aller à la main et lui claquer les 6 dégâts à la main, quoi. Ouais. Ouais, pour peu qu'il y ait un autre ennemi qui soit généré, Hmm. comme celui qui commence au pied de la colline et qui monte, par Oui. exemple, qui est aussi il est horrible, c'est cet adversaire. Hmm. Moi, je me suis retrouvé bloqué avec un Shogot une fois, c'est pareil, hein, Oui. dans un lieu altéré, avec la conséquence de tout ce qui se passe quand on est dans des lieux altérés. Hmm. C'est lourd, quoi. Non, ouais. Finalement, en fait, quand on arrive en haut, euh, même si on doit affronter Silas, ça reste 7. 7, pardon. Ouais, Oui. 7. Ça reste bien plus simple que tout ce qu'on a dû traverser avant Hmm. pour arriver jusqu'au sommet de la colline. Et c'est vrai que je me rappelle, ce premier run avec Ashkan, j'avais perdu là sur ce scénario-là, mais j'avais perdu parce qu'en fait j'avais claqué tout mon deck pour les tests d'enquête pour monter en haut de la colline. Et quand je suis arrivé en haut de la colline, le lieu il était à 4 d'enquête et que bah, j'avais plus aucun boost, bah, même avec Duke, j'étais à 4 contre 4 quoi. Et Ouais, bah, ouais. j'étais pas arrivé. Alors, niveau fatalité, c'est entre guillemets tranquille, si ce n'est à cause de cet ennemi qui nous en rajoute deux de temps en temps. Mais c'est tranquille, selon si on a eu plus ou moins de rejetons qui sont évanouis dans la nature. Et surtout, bah, encore une fois, en solo, le nombre de tests qu'on peut rater à l'intelligence dans les difficultés supérieures parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, ça peut aller quand même finalement assez vite. Hein. Ouais. Et pour l'avoir beaucoup enchaîné dernièrement, vraiment un conseil que je pourrais donner sur ce scénario-là, c'est de faire l'effort de se rappeler des capacités déclenchées des lieux, des chemins divergents et des chemins altérés. Parce qu'il y a des cartes traîtrises qui vont retourner face cachée ces lieux, les mélanger et les redisposer en jeu. Donc on n'a pas besoin d'enquêter pour les remettre en jeu.
fatalement, si on a 2 ou 3 chemins divergents, par exemple, ils sont face cachée, donc impossible de savoir lequel est lequel. Mais c'est important de se rappeler, des effets qu'on a subis avant en se disant: «Bah, peut-être que, sur, ces 2 lieux-là, par exemple, j'en ai un qui va se déclencher en fonction du nombre d'actions restantes, ou du nombre d'actions que j'ai entrepris». Et donc du coup, bah, pour y retourner, pour récupérer des indices afin d'avancer vers le sommet, essayer d'anticiper un peu, les conséquences de révéler un de ces chemins divergents. Ça, c'est vraiment, pour éviter en fait, basiquement de se remanger 2 fois Mm. le même effet, alors que, ben, si on s'en était rappelé, on aurait pu jouer et s'adapter. Et du coup, une fois qu'on a gravi le pic de la sentinelle, si jamais on a réussi à faire tout ça, on Ouais. arrive sur le dernier scénario moi je trouve que c'est un final qui fait un peu tourner la tête, hein, parce que il est pas simple. Dans la gestion du scénario, moi je trouve qu'il est pas simple. Ouais, il est même, ça peut très, très mal se passer. En fait, moi, je suis encore sous le choc, entre guillemets, de la violence du scénario à certains moments. Parce qu'on a, donc du coup, ces différents lieux qu'on doit mettre en place pour, aller jusqu'à à la bordure, revenir et puis, aller, pouvoir abandonner sur le lieu final. Mais, on a tout le temps, des horreurs qui nous tombent dessus. Et quand on va avoir des effets forcés de cartes, traîtrises pour se déplacer à des lieux, on va manger une horreur à cause, de l'effet forcé sur l'intrigue. Quand on va découvrir le dernier indice sur un de ces lieux éphémères, et ben, on va être reporté, au lieu central et on va Mhm. remanger des horreurs. On mange des horreurs dans tous les sens. Donc Mhm. vraiment, moi j'ai perdu, hein, encore, j'ai encore joué, ce matin pour mon final, avec, Gloria, Carson et Tony. On a perdu, alors que j'ai du contrôle du deck de rencontre dans tous les decks. J'ai une Gloria qui est quand même, pas trop mauvaise, mais j'ai simplement perdu parce que j'avais que Carson qui avait, le miroir pour soigner. Mhm. Et en fait, bah, j'ai tellement subi d'horreur et de dégâts parce que, Mhm. bah, on va en parler, mais il y a aussi tous les ennemis qui arrivent. Ouais. Voilà, c'était, c'est non, ça s'est Mhm. mal passé. Non mais je suis d'accord. Là sur mes 5 runs, j'ai William qui a été vaincu. William, hein, William, le mec qui est censé tanker tout ce qui est Ah ouais. possible. Bon, il était un poil plus lent que mes autres persos, donc c'est pour ça il a été vaincu, et du coup j'ai perdu. Même s'il était à l'acte 4, donc du coup la campagne est quand même gagnée, mais c'est... Ouais, vraiment sur les horreurs, ouais, ça enchaîne, et, et Puis il y a pas c'est la même lourd, hein. approche si on est en solo ou en Mm. trio. Moi j'ai beaucoup joué la campagne en duo trio et j'ai fait juste un solo avec Jenny. Je À titre personnel, je trouve que c'est beaucoup plus simple, en solo parce qu'on va avoir des lieux, les lieux qui vont être générés, les fameux lieux éphémères, ils ont une grande tendance à avoir des valeurs, fixées d'indices Mm. qui sont de 2 ou supérieurs à 2. Mm. Et si je prends un exemple très simple, l'acte 1 nous demande 2 Oui. indices par investigateur pour mettre la bordure en jeu. Mm. La bordure nous demande 2 indices par investigateur pour y rentrer. Mm. Bah, quand on est en solo, on va pouvoir trouver beaucoup plus facilement ces 4 indices qui finalement, il nous faut seulement 4 indices pour arriver, reboot la map et bah, retourner au lieu final. Quand on est en trio, bah, il nous faut déjà 6 indices pour avancer l'acte 1 et puis ensuite chacun des membres de notre trio doit avoir au moins 2 indices pour entrer sur la bordure. C'est Mm. beaucoup plus compliqué, quoi. Mais, Enfin, à mon sens. mais on n'a pas besoin que tous les investigateurs aillent dans la bordure, hein. Ouais, Si on en envoie un, ça suffit. Après, faut pas qu'il lui arrive un monstre sur la gueule, ça c'est sûr. ouais. Et généralement, j'en avais toujours qui étaient, enfin, j'avais ma Gloria qui avançait, qui Mm. elle avait vraiment cette capacité à récupérer des indices très facilement. Mm. Mais il fallait un combattant, quoi. Même si Ouais, j'avais bah oui. monté une Gloria qui était capable de à la fois combattre et enquêter, Mm. il me fallait Carson qui devait traîner derrière, Ouais. et Tony Mm. qui s'accaparait les ennemis que lui laissait Gloria en regardant le deck de rencontre. Mais malgré ça, enfin, Ouais. c'était très compliqué parce qu'en fait, impossible de tout gérer, quoi. Ce scénario a une part Mm. D'aléatoire. d'aléatoire qui est, qui est conséquente. Mm. Vraiment,
on peut perdre des actions à chercher des lieux, on perd des actions à enquêter, et si ça se passe mal, ça se passe mal, quoi. Ouais, pour moi c'est vraiment, je l'avais déjà dit, mais pour moi c'est vraiment le prototype de devant le trône noir, Tout à fait. dans le cercle brisé. Et oui, il y a des problématiques similaires, hein. Bon, je pense que ce scénario-là devra faire l'objet d'un élucidé l'affaire, je pense, parce qu'il est vraiment caractéristique. Mais voilà, moi, si je peux vous donner des conseils, que ce soit en solo ou en multi, euh, partez pas dans les lieux tant que vous n'avez pas au moins l'un des deux lieux connexes à la bordure extérieure. L'idée, c'est que vous faites sortir un maximum de lieux en restant bah oui, dans une autre dimension là. Et une fois que vous avez soit les marges d'Yggdrasil, soit le truc orange, là, je sais plus comment ça s'appelle, là, Ouais, vous commencez à y aller. Comment t'as dit? je sais plus comment il s'appelle, mais il a un effet à la fin du tour si on Mm. reste dedans. Donc effectivement, il Oui. faut chercher à le mettre en Mm. jeu et très vite se Mm. déplacer sans rester Voilà. dedans. L'idée vraiment pour ce scénario, c'est générer ces deux lieux qui sont clés pour pouvoir aller chercher la bordure extérieure. Quand il est généré, si vous êtes en multi, pendant ce temps, il y en a un qui va chercher les indices à droite à gauche parce qu'effectivement, il en faut une flopée. Et une fois que vous avez ces deux lieux, là, vous y allez. Mais surtout, commencez pas à aller bille en tête parce que vous avez un lieu de révéler. Parce que derrière, en fait, vous allez vous mettre le feu tout seul. Alors que s'il y a au moins un gars qui reste dans l'autre dimension à essayer d'utiliser ces actions-là pour les camarades, eh ben, eux, ils vont pouvoir gérer tantôt les ennemis, tantôt les indices qu'ils vont devoir récupérer. Ça, c'est vraiment mon conseil, je pense, le plus important parce que moi, je sais que j'ai commencé à mieux appréhender ce scénario une fois que j'ai commencé à jouer comme ça. Et je rajouterais même quelque chose là-dessus. La raison aussi de rester dans le lieu central, c'est deux traîtrises. Le premier, c'est l'ennemi qui est généré forcément dans un lieu extradimensionnel. Donc du coup, autant le mettre, le lieu qui est connexe au lieu central pour y aller, l'affronter et revenir. Et la deuxième raison, c'est une traîtrise, j'ai oublié le nom, qui nous dit, si lorsqu'elle est piochée, si on est dans un lieu extradimensionnel, on le défausse et on le défausse. Donc ça veut dire que de facto, on retourne au lieu central, on prend une horreur. Si on est dans le lieu connexe à la bordure, c'est une catastrophe. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est une catastrophe. Et je me suis retrouvé avec les trois qui allaient à la bordure, qui retournent au lieu central. Chacun prend une horreur. Il faut remélanger le deck de rang. Enfin, c'était fini. Voilà. Moi, j'ai perdu là-dessus. C'est pour ça l'idée vraiment, c'est ces deux lieux connexes à la bordure. En fait, vous y êtes de passage. Bon, s'il faut vous y arrêter et prendre les indices, ok, mais ça peut être dangereux à cause de cette traîtrise-là ou à cause d'un pion cultiste de piocher, puisque le pion cultiste vous fait repartir dans l'autre dimension. Donc vraiment, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je joue aujourd'hui, c'est ok, tout ce qui est les ponts, les cascades prismatiques, les déchirures dans l'espace, je prends les indices, mais par contre ces deux-là, en gros, je ne fais qu'y passer pour être sûr de ne pas me faire avoir comme ça, quoi. Et garder du soin. Ouais, et garder du soin. Et surtout, voilà, parce que faut pas oublier, et souvent on l'oublie, tous les effets révélation de ces lieux. Parce qu'ils en ont tous un. Alors on est content quand on pioche les deux derniers, la Yggdrasil et l'autre, quand c'est en tout début de partie, parce que eux, en fait, ils nous font récupérer des folies ou des traîtrises du deck de rencontre. Donc c'est bien de les faire pop dès le début pour essayer de ne pas avoir de faiblesse dans notre défausse ou peu de cartes rencontres traîtrises avec Yggdrasil là. Mais ouais, ces effets sont aussi embêtants, quoi. Oui, parce qu'il y en a un qui fait défausser une carte au hasard, il y en a un qui fait perdre de ressources. Bon, il y en a un qui est assez commun, mais qui est renfort. Ouais. Donc bon. En fait, c'est un cumul de tout qui peut faire que le scénario dégénère. Et clairement, bon, je pense qu'on a quand même bien fait le tour de ce scénario, mais clairement, s'il n'était pas assez dur comme ça, le renouveau, il le rend vraiment horrible. Ouais, Ah, le renouveau, c'est une purge. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ces premiers éléments. C'est toujours des vidéos quand même assez longues, puisqu'on essaie de rentrer un peu dans le détail des choses. Mais bon, beaucoup de trucs à dire sur Dunwich, mine de rien. Ouais, et puis en plus, c'est une campagne qui, je pense, va avoir
beaucoup de succès avec comme c'est la première campagne qui est sortie dans le nouveau format. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui ont peut-être commencé aussi par Dunwich. Il y a les anciens qui le jouent par nostalgie, parce que c'est quand même toujours sympa comme campagne. Donc ouais, une des premières campagnes, mais pas aussi simple que ça. Ouais. Bon, bah du coup, je pense qu'on va, on va se quitter sur ces bonnes paroles et du coup, on vous proposera dans les semaines à venir la deuxième partie avec les investigateurs qui vont bien avec cette campagne. Puisque du coup, comme on vous l'a dit, on a fait quand même pas mal de runs là-dessus pour tester pas mal de petites choses, que ce soit en solo ou en multi. Donc on aura encore une fois pas mal de choses à vous dire. Ouais, jouez bien, profitez bien, en tout cas. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis on vous souhaite à tous de bonnes parties. À la prochaine! Ciao, ciao!